Les intelligences artificielles génératives façon ChatGPT arriveraient-elles à un plateau en matière d'amélioration ? Ou si au contraire, les IA étaient promises à une progression dantesque au point de devenir douées de conscience, ne faudrait-il pas anticiper de nous soucier de leur bien-être ? Certaines offres d'emploi laissent entreapercevoir cette stratégie. En tout cas, on semble aller vers une évolution de l'assistant d'interface graphique, probablement à des progrès auxquels on pourra s'attendre en 2025. On va donc parler, vous l'avez compris, d'intelligence artificielle et un peu d'espace, mais aussi un petit peu de jeux vidéo. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en septembre, mais pas du tout. Nous sommes en novembre 2024 et c'est l'épisode 388. Je suis Guillaume Vendée, réparateur de manettes enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien et joyeux Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Oui, on m'a demandé, petit clin d'œil pour les personnes sur Discord, on m'a demandé de me présenter comme étant réparateur de manettes enthousiaste. Je dois dire que j'ai toujours ce grand plaisir. Deux choses à ce sujet, Guillaume. J'ai pas pu remplacer un stick pour un Joy-Con Drift, mais j'ai reçu enfin les petits sticks là, donc voilà, je vais pouvoir m'y mettre. Et puis par contre, figure-toi, mon fils a fait tomber une Switch ce week-end et il y a un des Joy-Con que j'avais réparé qui s'est ouvert. Je pense que j'avais mal refixé côté charnière là. Bon, en réalité, ça m'a permis de le réparer à nouveau et de gagner en compétences. Donc tu vois, non seulement je répare, mais je répare ce que j'ai déjà réparé. Donc voilà, je pense que j'atteins encore un niveau incroyable. Non, je pense que t'es pas pour le DUT réparation de manette. Absolument. Je compte me lancer prochainement. Tenez-vous prêts. Merci beaucoup à Vincent Doyon et Axel Pernoc qui ont accepté de soutenir Tech Café sur Patreon, parce que, bah oui, vous pouvez accéder à un flux exclusif qui vous permet d'écouter Tech Café sans la pub dans votre application de podcast préférée en vous abonnant sur patreon.com/techcafé. Autre avantage d'ailleurs incontournable de ce soutien, vous êtes informé en avant-première des petites annonces qui notamment me concerneront là dans quelques semaines et puis qui concerneront le podcast avant tout le monde. Et puis en soutenant Tech Café sur patreon.com/techcafé, vous garantissez que votre podcast favori reste dispo pendant longtemps, tout en profitant d'une veille technologique, on l'espère, de qualité. Que vous soyez un pro des nouvelles technologies ou un grand passionné, on le pense, on l'espère de tout cœur, que c'est le meilleur moyen pour enrichir vos moments de transport, de bricolage, de sport ou de ménage. Et puis je sais, parce qu'on m'a fait la remarque, une partie d'entre vous est équipée d'aspirateurs robots et ils disent « Ouais, le ménage, moi, tu sais, je me facilite les choses. » Honnêtement, il n'y a pas que ramasser la poussière dans le ménage. Est-ce que vos vitres sont bien propres ? Bon, ok. Peut-être que c'est pas en novembre là qu'il faut faire les vitres parce qu'il pleut. Mais est-ce que vos draps sont changés régulièrement ? Est-ce que vous êtes à jour dans votre linge ? Autant d'opportunités pour écouter Tech Café et donc de vous dire que c'est très important et qu'il faut nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a un avis sur Apple Podcast, je le cite, pour contrebalancer certains avis. Je trouve que ce podcast, centré sur la tech avec à la fois un très bon niveau de vulgarisation tout en sachant être pointu comme il le faut tout simplement, génial. Et oui, tout dans notre société politique et tout autour de nous devient de plus en plus technologique. Merci aux deux Guillaume de nous éclaircir dans ce monde, qui ont tout à fait le droit de donner leur opinion, d'ailleurs plutôt nuancée et pas dans la critique constante, sur leurs médias indépendants. Il n'y a par ailleurs aucune incitation ou conseil politique, on est très loin de la propagande, ça je pense que c'était clair pour tout le monde. De mon côté, ça va m'encourager encore plus à activer un soutien sur Patreon. Je m'étais promis de le faire si j'écoutais le podcast pendant un an. Je vous ai découvert en décembre dernier. Flock TC, plus que quelques semaines, je pense, pour tenir ta propre promesse. Évidemment, tu fais suite, comme plusieurs personnes, à l'avis Apple Podcast qui a été déposé par Marmule, qu'on avait cité la semaine dernière. La discussion a continué un petit peu sur le serveur Discord de Tech Café, au passage, où on parle de tech, mais pas que de tech. Et je voudrais compléter en disant que j'ai avancé un peu dans ma compréhension. Je pense que Marmule, il aimerait juste que le podcast ne parle que de sujets purement technique, matériel, application. En vrai, je pense qu'il y en a qui le font déjà très bien, ça. Il y a Micode, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis, c'est pas, je pense, l'enjeu de Tech Café. On a à cœur de vous partager ce qui se passe avec une composante politique. Et en fait, je pense qu'on peut revendiquer le fait de ne pas plaire à tout le monde, aussi au passage. Et puis, petite astuce aussi pour Marmule et puis de manière générale pour tous les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas intéressés par l'ensemble des sujets, le podcast est chapitré et d'ailleurs les notes de l'épisode pour les abonnés Patreon bénéficient aussi des timecodes, donc vous pouvez aller vraiment précisément
à l'endroit qui vous intéresse le plus. Max Silve a envoyé un petit commentaire sur Patreon. On reproche à Tech Café son alignement politique résolument anti-Musk, mais je trouve au contraire que c'est sans cesse l'ascenseur émotionnel avec votre éditorialisation des turpitudes d'Elon. Avec l'élection de Trump, je trouvais que le patron de Tesla et SpaceX avait passé la ligne rouge du super vilain absolument antipathique, mais vous réussissez à en parler sous un angle inattendu, presque attendrissant, son péché mignon pour le jeu Diablo 4 en l'occurrence, effectivement, respect à lui. Ne changez rien les Guillaume, vos convictions font la force du podcast. Et Valkan, pour terminer aussi ce tour de piste sur Mastodon, qui disait réaction à chaud sur le début du dernier épisode de Tech Café. Courage à vous les Guillaume, moi je l'aime bien votre gauchisme. Il rigole et puis il dit plus sérieusement, il faut rappeler au monsieur, donc à Marmul en l'occurrence, que tout est politique et que si l'on trouve que quelque chose ne l'est pas, c'est juste qu'on est à l'aise avec la politique appliquée sur le sujet. Je pense aussi que c'est vrai. Et c'était pas d'ailleurs les seuls sujets d'interaction Guillaume sur Discord qu'on avait suite à la réaction de Marmul. Mais c'est continuez à nous faire vos remarques critiques. Vous voyez, on en prend connaissance, on essaye de regarder comment est-ce qu'on peut challenger le contenu. Donc continuez à le faire. Mais donc oui, Guillaume, c'est pas le seul sujet d'interaction qu'il y a eu sur Discord. T'es allé jeter un coup d'œil. Oui, en fait, je voulais revenir déjà sur la correction de Grémy, qui me corrige sur les types de missiles que j'ai confondus dans l'épisode précédent. Donc un missile balistique fait la plupart de sa trajectoire en dehors de l'atmosphère, il monte très haut, il retombe très loin. Et à l'inverse, les missiles de croisière volent en grande majorité dans l'atmosphère. Ils peuvent être à longue portée, mais moins en général que les missiles balistiques, qui peuvent aller à plus de 10 000 km et qui sont vraiment des fusées qui te retombent sur la tronche, quoi. Donc voilà, merci à eux. Effectivement, je suis pas forcément super affûté sur tous les sujets militaires, ça c'est sûr. On n'est pas des pros de l'armement et des terminologies militaires. Mais bon, voilà. Mais du coup, merci de nous corriger. Hein. On va savoir. C'est vrai qu'il y a aussi un petit peu de discussion sur les aspects politiques ou non des divers podcasts ou vidéos regardés par les uns et les autres. Et donc c'est intervenu aussi pas mal entre Pium et Marmul et d'autres. Hein, Donc Marmul qui est effectivement apparemment celui qui nous a laissé les 2 demi-notes sur iTunes, il écoute toujours et il skip quand ça lui plaît pas, et c'est très bien comme ça. Merci à vous tous de nous écouter, hein, c'est cool de savoir que le ton et les sujets vous plaisent. C'est aussi très cool de savoir que même quand tout vous plaît pas, vous écoutez quand même des parties qui vous plaisent. Et perso, être skippé, moi ça me dérange pas du tout. Moi-même, il m'arrive de skipper des bouts de podcasts que j'écoute, c'est parfaitement normal. Je comprends parfaitement que tout ce qu'on dit puisse pas être absolument au goût de tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde à 100%, c'est sûr, comme ça a été dit. On écrit, on parle de sujets plus politiques parce que la tech infuse dans absolument toute la société, donc fatalement, ça entre en collision avec des sujets qui sont sociétaux, politiques, des fois, effectivement, et puis, voilà, c'est tout. La société même, elle-même, hein, s'est énormément politisée ces dernières années, les boîtes tech ont pris une puissance énorme, et les personnalités tech sont aussi devenues tellement puissantes que finalement, leur impact est devenu très large, et voilà, c'est tout. Puis il y a cet aspect régulation aussi qui est très important. D'ailleurs, la semaine dernière, je parlais d'une possible nomination de Brendan Carr à la tête de la FCC. C'est acté cette semaine par Donald Trump et ça pourrait avoir des impacts qui sont vraiment importants. Brendan Carr, il a été en poste sous Trump 1 déjà, à la FCC, et il est aussi l'auteur de tout un chapitre, de tout le chapitre en fait, sur cette agence gouvernementale, la FCC, dans le projet 2025, qui est le pavé qui regroupe globalement le programme des conservateurs pour le pays, quoi. Et dont on sait que, on sait ce qu'il veut faire, puisqu'il a écrit noir sur blanc. Donc on sait qu'il veut mettre fin à la neutralité du net, on sait qu'il veut punir les plateformes pour les biais perçus anti-conservateurs, et on sait qu'il veut aussi réformer la section 230. En particulier pour leur interdire de se modérer elles-mêmes. Et ça concerne les US. Alors évidemment, on pourra se dire tout ça c'est aux États-Unis. Oui, mais ça va impacter lourdement les boîtes tech et aussi leur interaction avec le reste du monde. En particulier, l'Europe est déjà dans une optique qui est totalement opposée. X a déjà été épinglé pour un manque de modération. Comment on va concilier un fonctionnement en Europe selon les normes européennes et un fonctionnement américain si Brendan Carr arrive à ses fins? C'est une question qui est effectivement là pour le coup à la fois tech et politique. Et je trouve que on doit en parler, on y est presque obligé, même si, je vous le confesse, en fait les sujets socio-politiques sont pas du tout ce qui me passionne le plus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle avec des blagues qui peuvent pas plaire, il faudra ne pas plaire évidemment, mais c'est pas grave de toute façon, quoi. Alors, il y a d'autres réactions, quand même. Je voulais mentionner aussi celle de Mika à propos des acteurs synthétiques, dans le dernier film de Zemeckis, qui s'appelle Here, où les têtes d'affiche jouent tous les âges de la vie, grâce à l'IA, grâce au deepfake, comme parlait dans le supplément, qui lui est... Alors, lui, il est carrément pas favorable à la chose, c'est vrai qu'on pourrait effectivement, on l'a dit d'ailleurs, prendre des acteurs de tous les âges, comme ça s'est fait de plein de fois, par le passé, et les acteurs morts pourraient jouer pour l'éternité. Et c'est vrai que, Mika... pas trop cette idée, et je comprends tout à fait, même si je pense que c'est inévitable. Et je sais pas si c'est bien ou mal, mais ça me paraît inévitable parce que, pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, la famille de Jerry Garcia, qui était le guitariste des Grateful Dead, et qui est mort en 95,
vient de signer un contrat avec Eleven Labs. Et donc Eleven Labs fournit des services de synthèse vocale, on le savait. Et vous allez pouvoir donc, avec eux, créer des livres audio avec la voix de ce chanteur mort, des podcasts, ou juste l'entendre, vous donner la météo du jour. La synthèse vocale concernait déjà des acteurs vieux, avec des voix qui étaient plus au top, ou juste à la retraite. Mais maintenant, ça concerne aussi les morts. Donc la loi californienne interdit désormais l'usage de l'image d'un acteur sans autorisation. Mais si la famille est d'accord et qu'il y a un contrat, pourquoi pas? Ben Affleck, qui a été interviewé il y a peu d'ailleurs, disait que ça pourrait même devenir un relais de revenus pour les acteurs, par exemple, ou pour les chanteurs, pour les acteurs en particulier. Parce que comme le DVD fait plus recette, il y a un manque à gagner dans cette industrie-là. Et il se dit que potentiellement louer sa voix, son image, pour faire des remixes, par exemple, de certains épisodes avec divers personnages ou diverses histoires, ce serait des usages de l'IA qui pourraient venir pallier à ça, quoi. Et bon, puisque tu m'as pointé la question de Steven44 que j'avais pas vu passer pour le coup, je vais donc déjà conclure cette longue section retour avec une question donc de Steven qui demande comment générer des images avec 2 visages différents en utilisant 2 LoRa différents. Et la réponse, elle est simple, tu peux pas. Un LoRa, c'est un adaptateur qui permet de personnaliser à peu de frais une IA, un générateur d'images en particulier. Chaque LoRa va modifier le comportement global du système. Donc si les 2 LoRa sont créés indépendamment et que tu les empiles, ils vont chacun injecter leur contribution et donc ça va se mélanger. Il n'y a pas de moyen d'activer l'un ou l'autre sélectivement dans le nouveau réseau en fonction du prompt. Il existe des moyens détournés de s'en sortir, par contre, en utilisant des systèmes de masques. Avec Comfy UI, tu peux définir des masques et utiliser des custom nodes qui permettent de faire du sampling régional, c'est-à-dire de faire un débruitage, mais que sur une partie de l'image, en fonction du masque que tu donnes. Ou bien tu peux faire aussi un face swap sur une partie de l'image, donc voilà, tu rends 2 visages, et puis après tu fais un face swap sur une des parties. Il n'y a pas de moyen simple de faire ça à ma connaissance, on va dire. Au passage, si jamais vous êtes titillé là parce que vient de répondre Guillaume et que vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à votre main, quoi, plus en local ou en exploitant des ressources plus techniques, je voulais juste vous tenir au courant. Dans la page d'accueil Tech Café, tout ça va être clarifié, mais pour l'instant, dans la page d'accueil techcafé.fr, tout en bas à droite, vous avez les dossiers. Si vous cliquez sur les dossiers, vous avez dans la colonne de droite le récapitulatif des épisodes des dossiers qui ont été écrits et préparés par Guillaume Poggiaspala sur justement l'utilisation de l'IA plus sur votre machine en fait, avec Stable Diffusion ou avec tous les outils que tu avais pu lister, avec les différentes approches plus ou moins complexes, y compris avec les patchs de février et d'août 2024. Donc, si jamais vous avez envie de reprendre les choses à zéro, vous avez tous les liens vers ces épisodes-là sur cette partie-là. J'espère que ce sera pratique pour vous. Guillaume, ultime sujet à chaud. Rapidement, une question. Donc, le Mac Mini M4 a été présenté, 699 €. Si je te dis que Microsoft a présenté un boîtier à peu près similaire sur son approche pour seulement 400 €, en gros $350 aux États-Unis, et qu'il n'y a pas d'ordi dedans. Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça t'intéresse pas? Ça se base sur Windows 365. Et du coup, tu fais du streaming de Windows avec le service Windows 365. Tu peux streamer une machine Windows 11, un peu comme les petits boîtiers Shadow. Il faut évidemment une bonne connexion. Mais... On a inventé ça il y a plutôt longtemps déjà. Ça s'appelle, exactement. Ça s'appelle Shadow, ça s'appelait Vince aussi il y a 30 ans déjà. Mais bon, après, moi, oui, c'est vrai. Là, c'est le boîtier. Tu vois, tu as des ports USB, USB-C, tu as du HDMI, du DisplayPort, de l'Ethernet, etc., etc. Et puis, tu peux payer ton abonnement un peu avec l'approche, sans doute, des streamings de jeux vidéo, effectivement, ou de Shadow, comme tu dis. Bon, on vous reparlera peut-être de quelques annonces qui ont été faites là. C'est le Game Pass pour Excel, quoi, c'est super. Ouais, c'est exactement ça. Bon, pour la bureautique en général. Bon, pour tout, en fait, non, parce que tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux faire peut-être du dev, etc. Bon, on vous en reparlera. On se posera un peu sur ces sujets parce que c'est des choses qu'on a vu passer tout récemment. Microsoft Ignite, c'est cette semaine et on vous en reparlera probablement un petit peu, si ça le mérite, la semaine prochaine. Et plutôt que de nous attarder là-dessus sans autre forme de procès, Guillaume, il faut qu'on parle de ce sujet du moment. Est-ce que les GPT et compagnie sont en train de saturer? Est-ce qu'on n'arriverait pas un peu à un plateau finalement? Écoute, déjà, nous, on sature de parler d'eux, alors c'est possible. Donc, non, il y a eu... moi, pas tant que ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette semaine pas mal de buzz sur un article de The Information et un autre de Bloomberg qui ont suffi à jeter un trouble, une inquiétude, une angoisse peut-être sur l'avenir des IA, surtout si vous comptiez sur elles pour guérir le cancer avant la fin de l'année prochaine, quoi.
Pour faire court, ces deux médias relaient que selon 3 sources internes à OpenAI, et internes et anonymes, on ne sait pas du tout si c'est on sait pas si c'est vrai ni rien, mais en tout cas, ces 3 sources auraient dit que GPT-5, il est coup-ci coup-ça. Genre, ouais, ça passe. Bon, il est meilleur, mais enfin, il est meilleur, voilà quoi. Et ça, le problème, c'est que normalement, dans une boîte normale, effectivement, tu te dis, ok, il est meilleur, c'est super, on va sortir la version, puis on va mettre, on va gommer le point 0, on va mettre un point 1, et puis c'est bon. Le problème, c'est qu'on parle d'IA avec des centaines de milliards de dollars d'investissement, et que donc, du coup, ce genre de truc, si c'est pas explosif, si c'est pas exponentiel, c'est la cata. Donc, et puis surtout, on peut pas sortir le modèle et le surfacturer au client. En fait, plus précisément, il est dit que l'écart de performance entre GPT-5 et GPT-4 est moins grand qu'entre GPT 3.5 et GPT-4 en son temps. Il existera même des tâches pour lesquelles la nouvelle génération n'est pas systématiquement meilleure que l'ancienne. Selon ces sources, encore une fois officieuses, on commencerait à avoir des rendements décroissants, les IA, en tout cas les modèles de langage tels qu'on les connaît, pourraient entrer dans une phase de plateau. On serait pas loin du bout en ce qui concerne le passage à grande échelle, où on envoie simplement plus de texte sur des réseaux plus gros, avec des plus grosses machines, et puis voilà, ce genre de truc pour nous apporter des gains toujours de plus en plus énormes, jusqu'à l'AGI peut-être. En fait, pas vraiment. Ce qui se profile, c'est peut-être au contraire que ces gains deviendraient de plus en plus petits de génération sur génération. C'est ça qu'on pourrait comprendre de ces articles, dont il faut bien garder à l'esprit qu'ils sont que sur des bases de témoignages de gens dont on ne sait rien, et on n'a pas plus d'infos que ça en réalité. Inévitablement, cette éventualité de rendement décroissant, de relative déception face à la nouvelle génération de modèles, ça fait écho à d'autres petits brins d'infos, ou d'absence d'infos, comme justement celle de Claude Opus 3.5. Opus 3.5, il n'est pas là. On rappelle qu'Anthropic a mis en ligne pas moins de 2 versions de Sonnet, donc Sonnet 3.5, 3.6 si vous voulez, et Haiku 3.5 et 3.6 si vous voulez, mais on attend toujours une version de Opus 3.5 tout court, la plus grosse. C'est quand même le top niveau, quoi. Normalement, Opus était déjà le top niveau à son époque. On attend effectivement la nouvelle version du top niveau. Tout le monde attend ça. Or, les mentions de ce modèle top niveau ont disparu du site. Alors, peut-être que d'ici là, vous serez en train de l'utiliser, ça vous fera rigoler. Mais au moment où je parle, il n'y a aucune trace d'Opus 3.5. Chez Google, on se souvient aussi que The Verge avait rapporté que Demis Hassabis, donc de chez DeepMind, était un peu déçu des performances du supposé successeur de Gemini. Ça restait une rumeur. Mais bon, là, on a des trucs un petit peu plus précis, puisqu'on a, donc, chez Google, on a vu passer sur LM6, on a vu passer un nouveau Gemini qui s'appelle poétiquement Gemini EXP 1114, donc expérimental, 1114. Et ce truc-là s'est placé à la première place du podium. Donc apparemment, c'est le meilleur chatbot du moment, d'après LM6. Ce qui pourrait être un bon signe, sauf que si on regarde dans les détails, ce Gemini expérimental, on remarque qu'il est essentiellement au niveau de GPT-4o et pas tellement au-dessus. C'est même dans certains domaines, il est carrément pas premier. En maths, il est en dessous de O1 Preview, et en programmation, c'est pareil. Donc ce nouveau Gemini, qui, soyons justes, n'est pas encore la version grand public quand même, semble solide, mais elle semble pas nettement au-dessus du lot. Alors ça, c'est voir le verre à moitié vide. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. C'est que si LLM continue à progresser, donc GPT-5 ou Orion, on ne sait pas exactement comment il sera nommé, il n'est pas super meilleur, mais il est quand même un peu meilleur, et c'est déjà ça. Quant à Gemini expérimental, on ne sait pas s'il est comme O1, on ne sait pas s'il réfléchit ou pas. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire s'il est quand même pas loin derrière O1 en ne réfléchissant pas, donc s'il réfléchissait, ça veut dire qu'il pourrait être encore bien meilleur. Ah ouais. Si cette tendance est réelle, il y a effectivement un ralentissement des progrès des IA, enfin des chatbots, en tout cas des modèles de langage. Parce que là, pour l'instant, ça concerne que les modèles de langage, tout ce qu'on dit. Bon, si c'est le cas, et qu'il y a effectivement un ralentissement, c'est pas grave. Déjà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès du tout, et surtout, ce dont les générateurs modernes sont déjà capables est énorme. La révolution, elle s'est déjà passée. Parler à une machine comme à son pote, c'était de la SF avant ces 2 dernières années. Tu m'étonnes. Générer des chansons, des vidéos, des photos, évidemment, aussi dans leur domaine, c'est absolument incroyable. Et tout ça, ça ne va pas disparaître. Et il y a encore énormément de progrès à venir, comme on va le voir dans à peu près tout cet épisode. Si les progrès du passage à la très très grande échelle s'amenuisent, déjà, c'était quand même un peu couru d'avance, parce que multiplier par 10 la taille des modèles et par 50 les budgets, par 20 l'électricité consommée à chaque itération, ça n'avait pas l'air soutenable pendant de très nombreuses années. Donc tout compte fait, tant mieux. On peut plus se contenter d'envoyer toujours plus de watts dans les mêmes modèles avec toujours les mêmes algos. Tant mieux. Il va falloir en trouver d'autres, être plus efficace. La recherche est repartie de plus belle, il va falloir voir plus loin, essayer d'aller plus loin, il va falloir innover, être poussé à expérimenter plus, à innover plus. Et je reprends les mots d'Ilya Sutskever sur le sujet, on est revenu à l'âge des découvertes et des merveilles. Alors, évidemment, ça, c'est le point de vue scientifique,
Le pourvu de Wall Street, par contre, c'est pas exactement la même chose. On veut du plus puissant, on veut de l'argent, nous, on veut de plus en plus de revenus, Guillaume. C'est pas de la découverte qu'on Oui, veut, parce enfin. que bien sûr, chez les PDG des grandes boîtes, il n'y a pas de mur, ça n'existe pas, tout ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de ralentissement. Sam Altman a même révélé dans une interview avec le boss de Y Combinator qu'il pensait que l'AGI allait arriver l'année prochaine. Et par AGI, ils comprennent bien une intelligence artificielle de niveau humain, voire carrément supérieur. C'est dans pas longtemps quand même. Ben, c'est dans vraiment pas longtemps là. Et donc le truc c'est que oui, ébloui par les progrès fulgurants de ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui se sont habitués à ces progrès incessants et encouragés par les PDG des boîtes tech et les boîtes tech elles-mêmes évidemment. Ils s'attendent carrément à un Skynet avant la fin de la décennie, grand maximum, grand maximum. Pour les gens qui attendent la super intelligence à court terme, un GPT-5 coup-ci coup-ça, ben évidemment c'est un gros coup, c'est un gros choc. Quand on voit qu'Anthropic vient d'engager quelqu'un pour travailler sur le sujet du bien-être des IA, on voit bien dans quel futur ils vivent. Ils vivent dans la SF même. Hein. Et ce gars, c'est vrai, hein, c'est même pas une blague, hein, il s'appelle Kyle Fish, et il doit plus largement réfléchir à comment détecter qu'une IA pourrait être consciente. Donc en gros, courage, au boulot. Quels signaux on pourrait surveiller et qui pourraient aller dans le sens d'une entité consciente. Si c'est le cas, que faire pour éviter de faire souffrir un truc qui justement serait pas un truc, mais serait quelqu'un, genre. C'est une feuille de route pour un travail qui est quand même pas évidente, je dois dire. Non, mais je trouve que c'est un sujet qui est fascinant et sur lequel il faut réfléchir en soi. Y réfléchir maintenant comme si ça allait être un enjeu de l'année prochaine, par contre, c'est peut-être mettre la charrue avant d'avoir tué la peau de l'ours que t'as vendu, quoi, tu vois, je trouve. Et est-ce que finalement, en termes de messages que tu renvoies justement aux investisseurs et à tes actionnaires, c'est pas intéressant que de dire que tu recrutes un type comme ça? Mais finalement, ça te coûte un salaire. Mais bon, évident, c'est que ça envoie, c'est ça envoie un signal au public et aux investisseurs. C'est un signal que ce sujet-là, maintenant, la conscience des machines, c'est un sujet pour aujourd'hui. Alors que bon, oui, c'est un sujet qui est intéressant, mais enfin, c'est pas un sujet qui est plus d'actualité que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans, en fait. Hein. Alors le souci, bien sûr, c'est quand tu promets à tes actionnaires, à tes investisseurs que tu lèves des milliards de promesses, que tu lèves des milliards de dollars sur justement une promesse d'avoir une super intelligence à court terme, ben voilà, le signal que ouais, ça ralentit, ça pourrait être un problème financier majeur quand t'as toujours vitalement besoin de cash parce que t'es pas super rentable encore. Alors la bulle va-t-elle éclater? C'est bon, évidemment c'est trop tôt pour le dire avec juste l'article de Bloomberg ou d'Information. On n'a pas encore vu nous-mêmes d'ailleurs le prochain GPT et on a vraiment que des rumeurs. Mais ça se profile que tôt ou tard effectivement il y aura une correction. Les investissements qui sont complètement dingues dans l'IA vont se réduire, c'est forcé à un moment. Les boîtes se consolideront et puis il y a des boîtes qui vont se consolider, sans doute émerger, puis il y en a d'autres qui vont mourir. Si la bulle éclate, ce sera une bulle économique, hein, ce sera une bulle financière. Scientifiquement, une page a été tournée, je pense. Et il reste encore énormément de progrès à faire et de choses à découvrir. On avait parlé déjà il y a quelques itérations des versions de ChatGPT, de GPT d'ailleurs, il me semble, Guillaume, du fait que justement ils anticipaient qu'à la prochaine sortie, je ne sais plus si c'était pour le 3.5 ou le 4, mais qu'il n'y aurait pas quelque chose d'aussi bluffant que la sortie de ChatGPT telle qu'on l'a connue dans le grand public. Et je pense que déjà, ça augurait le fait qu'effectivement, en matière d'innovation, on allait sans doute arriver à un seuil. Alors, peut-être, juste avant qu'on continue, en fait, pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire, Guillaume, bêtement, je sais pas, mettons plus de ressources, plus de matériel, mettons plus de données, allez, il y a bien quand même plus de choses à faire pour progresser. La réponse à ta question, c'est pourquoi je te la renvoie à la question. Pourquoi ça marcherait indéfiniment? Oui, bien sûr. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas pourquoi on envoie plus de trucs et ils s'améliorent moins. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, en faisant toujours la même chose, mais en plus gros, ça changerait qualitativement la nature des modèles. C'est ça la vraie question. Et cette question, elle n'est pas du tout évidente. Où est-ce que les modèles vont s'arrêter? On ne le sait pas encore, tu vois. Mais imaginez que parce qu'on envoie toujours plus de textes, d'ailleurs on commence à arriver un petit peu au bout, il faut bien le dire, hein, les données de qualité, il n'y en a pas, la quantité c'est pas extensible non plus, quoi, tu vois, donc on essaie de contourner un petit peu, et c'est vrai que, comme tu disais, c'est intéressant, parce que après la version de GPT-4 Turbo, c'est vrai que le modèle d'après, bon, finalement, ils n'en ont pas fait énormément de battage, et pourtant, c'est un modèle qui était vraiment très intéressant. GPT-4o, c'est un modèle qui est vraiment très, très intéressant, puisqu'il est omnimodal, tu vois. Mais c'est une sorte de pas de côté. C'est-à-dire que c'est pas, au point de vue textuel, au point de vue du raisonnement, il n'est pas énormément meilleur que GPT-4.
Mhm. Par contre, il a cette faculté de parler, cette faculté de générer, de comprendre le texte, la voix, qui est absolument incroyable. Et donc, faire des Mhm. pas de côté, en fait, c'est pas du tout idiot, c'est même très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des modèles qui sont encore plus intéressants, avec finalement le même niveau de trucs, quoi, les mêmes techniques et plus ou moins les mêmes budgets, quoi, et c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a une dernière rumeur à mentionner, qui voudrait que OpenAI lui aussi lancerait un agent l'an prochain. Et ce nom de Mais code oui, c'est serait la Operator. tendance. Mhm. Operator, bon voilà, et en substance, c'est la version OpenAI de ce que propose un prototype Anthropic, que le Oui. chatbot prenne le contrôle de ton PC à ta place, pour faire des trucs chiants en général. D'autant que Google a aussi expérimenté avec ce genre de truc, enfin qui continue à expérimenter, même si on n'a rien vu pour le moment, donc essentiellement tout le monde va se lancer. C'est la tendance 2025, les agents qui qui ne feront pas que discuter avec toi ou commenter tes photos de vacances, mais qui pourront aussi agir pour toi. Et on note que c'est faisable avec des modèles d'aujourd'hui, ça. Les agents sont des chatbots multimodaux qui ont été entraînés à bien comprendre spécifiquement les interfaces graphiques et à sortir des listes d'actions qui sont récupérées et effectuées par un logiciel qui est tout à fait classique, qui est installé sur ton PC. Il n'y a pas besoin de percées révolutionnaires, on peut adapter les modèles d'aujourd'hui pour faire ça. Alors évidemment, il faut les entraîner comme il faut, etc. Il y a du travail à faire, mais fondamentalement, ça a l'air tout à fait possible. Ce qui veut dire que même si les grosses boîtes n'ont pas à proposer de modèles radicalement meilleurs en 2025, ils pourraient quand même sortir des nouveaux produits, qui soient même potentiellement utiles. Après, C'est il faut intéressant, noter... hein. Oui, enfin, je voulais quand même mentionner juste que... Vas-y, termine. Ouais. Ouais, voilà, je voulais juste terminer en disant que bon, c'est un truc qui est possible, on voit que c'est possible, mais pour le moment, ça marche, mais ça marche pas foufou. La C'est preview lent. d'Anthropic montre que c'est possible, mais que c'est pas non plus au niveau où c'est suffisamment robuste et rapide pour être utile. On verra en 2025 si des agents plus crédibles sont proposés, ce sera sans doute le cas. Et bon, mettre le paquet sur les agents, en tout cas, c'est, d'un point de vue stratégique, peut-être aussi une bonne idée, quoi. Ouais, c'est là où il y aura le plus de progrès. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment une tendance qui se manifeste, tu l'as dit, avec Anthropic. Mais là aussi, peut-être, probablement qu'on reviendra dessus, mais Microsoft Ignite, c'était aussi la possibilité de nous laisser entreapercevoir des choses qui vont arriver avec Copilot. L'assistant donc de Microsoft qui va, par exemple, permettre de faire des résumés de tâches qu'on a effectuées dans la journée, de créer, on nous dit, une newsletter à partir des interactions qu'on a eues en groupe, de préparer les réunions en listant les dernières interactions avec les personnes concernées, d'aider à planifier des rendez-vous en croisant l'agenda avec ceux des collègues. Bref, effectivement, au-delà de cette interface chatbot, on peut imaginer qu'un relais d'avancée en termes d'usage et de technicité, ça va être la possibilité d'interfacer les fenêtres avec lesquelles on interagit aujourd'hui au clavier et à la souris, peut-être avec des avantages. Il va falloir nous les démontrer parce que tu as raison, les démonstrations pour l'instant sont pas folles et pour l'instant, tu as plutôt l'impression d'avoir un truc qui est très très lent, qui rame un peu, mais sans doute que ça va progresser, c'est sûr. Guillaume, les IA, elles sont nulles comme prix Nobel. Oui, exactement. Parce que voilà, on se dit, est-ce qu'ils sont intelligents? À quel point ils sont intelligents, tous ces chatbots, tous ces modèles de langage, tout ça? Comment on mesure qu'ils sont malins, ces trucs-là? Comment on mesure si une IA est plus intelligente qu'un autre? En général, là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des questionnaires standardisés qui montrent pas mal leurs limites. D'une part, parce qu'ils sont parfois d'un niveau assez bas et plutôt bien maîtrisés par les modèles, et tout le monde est à presque 90 ou 100% juste sur certains tests. Donc, c'est des tests qui sont plus très utiles, comme le GMSM 8K par exemple, ou le MMLU standard, enfin le pas pro, qui est encore d'un niveau plutôt bien maîtrisé. Et l'autre limite, c'est que c'est des tests qui sont publics, qui donc se retrouvent facilement dans les datasets d'entraînement, si bien que les IA peuvent tricher. Elles ont déjà vu les réponses. Alors du coup, évidemment, c'est plus simple et ça ne veut plus rien dire. Les problèmes de contamination sont bien documentés, c'est pour ça qu'il y a pas mal de tests qui sont désormais privés, c'est-à-dire qui ne sont pas sur Internet et que donc, a priori, les IA les ont jamais vus. C'est le cas de Frontier Math, qui est un questionnaire de maths de très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est au-dessus du niveau doctorat. C'est-à-dire que Terence Tao, qui est médaille Fields, les considère comme des questions très difficiles. Et quand Terence Tao il te dit que c'est dur, laisse porte quitte, ne sais pas. En gros, Frontier Math, c'est le questionnaire pour génie. Mais finalement, c'est logique. Après tout, on nous promet des IA de niveau doctorat, de niveau prix Nobel, même, pour bientôt. Alors, autant qu'ils prouvent qu'ils sont aussi intelligents qu'annoncés. Exactement, prouve-le. Et bien sûr, toutes les IA modernes se font laver sur ce test, Gemini 1.5 Pro, Claude, GPT-4o, O1 Preview. Les meilleurs ont 2% de bonnes réponses, et il est d'ailleurs frappant que le meilleur soit Gemini 1.5 Pro, qui soit meilleur, qui soit au-dessus que O1 Preview, qui est censé être meilleur en maths. Après, très honnêtement, les scores sont tellement dégueulasses qu'en tirer des conclusions précises, c'est assez illusoire. Bref, les IA sont pas des génies, du tout. Comme prix Nobel, elles sont nulles. Elles peuvent faire illusion au lycée, bon d'accord, mais si tu les attends pour faire le taf des chercheurs, il va falloir en revenir dans quelques années quand même.
Eh ben, on suivra ça, on verra si ça progresse. Et puis on continue, Guillaume, sur leur capacité à surmonter les obstacles. Oui, alors les IA sont nulles, ok, mais il y a des techniques pour essayer de les rendre un peu meilleures. Une des tendances, donc, c'est le test time compute, hein, c'est-à-dire le calcul au moment de l'exécution. Donc on alloue plus ou moins de calcul selon la tâche au moment où on utilise le modèle, au moment de l'inférence, comme on dit. Et c'est ce que fait O1, le modèle d'OpenAI, c'est-à-dire que, pour le dire vite, il réfléchit. Au lieu de donner une réponse tout de suite, il va dérouler des raisonnements, potentiellement même d'ailleurs des centaines de raisonnements, puis il va les sélectionner, il va sélectionner celui qui semble le meilleur et donner la réponse en fonction de ça. Et au bout du compte, il tourne des milliers de fois sa langue dans sa bouche avant de parler, en fait. C'est exactement ça. Et au bout du compte, chaque mot pondu par un chatbot demande la même quantité de calcul. Donc la réponse qui sort au bout d'un long traitement aura nécessité beaucoup plus de mots, donc beaucoup plus de calcul. Et d'où le nom, test time compute, et on espère du coup que cette réponse aura plus de chances d'être bonne. C'est le principe de cette technique-là, donc, qui semble plutôt être bénéfique à O1 Preview, qui a une efficacité meilleure, en tout cas sur les maths et le code a priori, donc ça pourrait marcher. Et on sait d'ailleurs que ça marche pas sur tous les types de problèmes. Et c'est pas la peine d'aller chercher Frontier Math, le test des génies. Vous pouvez aller voir le ARC, qui est un système de test qui a été fait par François Chollet, et qui consiste à demander aux IA de résoudre des jeux de puzzle, voilà, des puzzle games un petit peu. On avait déjà parlé de ARC dans un supplément, il me semble, le principe est simple, tout se passe sur une grille avec des carrés colorés dedans. On montre des exemples de transformation de cette grille. Donc ça peut être que le carré dedans il est tourné, ou alors qu'il est déplacé, ou qu'il change de couleur en fonction de la position, ce genre de truc. Évidemment, tu peux empiler comme ça les conditions. La grille peut être d'ailleurs assez grande, et le challenge n'est pas toujours évident, même pour les humains. Mais dans l'ensemble, les humains se débrouillent pour résoudre le truc la plupart du temps, plus de 80% du temps en tout cas, et les humains moyens, et même certains trucs sont accessibles à des enfants, alors que par contre les IA galèrent sévèrement pour faire ça. Ça fait partie de ces tests qui sont faciles pour des humains et durs pour les IA. Il y en a un autre qui s'appelle Simple Bench aussi, mais qui se base lui sur le langage, alors que Arc a la particularité d'être totalement synthétique et totalement symbolique. Il n'y a pas de mots, pas d'images, tout peut être encodé en texte, et donc tous les chatbots du monde peuvent s'essayer à ce truc-là. Et ils ont tous des succès très 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 modérés, à tel point que c'est devenu un concours à $1 million. Donc si vous souhaitez inspirer, allez-y. Faire une solution open source qui est le niveau humain pour Arc, ça vous rapportera $1 million. Alors ça motive évidemment, il y a des gens du MIT qui ont essayé une nouvelle méthode qui s'appelle le Test Time Training, ou TTT, qui veut pas dire trottinette tout terrain. Du coup, l'idée c'est un peu étrange, parce que justement on fait un entraînement au moment où on doit résoudre le problème. Ce qui floute complètement la limite entre phase d'entraînement et phase d'inférence. Ouais. Mais de toute façon, c'est une limite qui est artificielle, ça, parce que nous-mêmes, on fait comme ça en fait. Nos connexions dans le cerveau, elles sont pas figées à un moment, elles changent tout le temps, et puis donc nos connexions, notre cerveau est complètement fluide, quoi. Nos connexions, elles changent en fonction de ce qu'on regarde, etc. Donc, on rappelle le contexte, on a un puzzle game sur une grille, et en fait, pour te montrer ce qu'il faut faire et pour que tu le fasses, il y a des exemples. Donc en gros, il y a 3 exemples de voilà, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Bon, et là, on te met en fait un dernier truc, une configuration, puis on te dit, voilà, refais la même procédure. Donc toi, il faut que tu comprennes quelle procédure il faut faire. La manière la plus naïve de le faire, c'est de présenter ça direct à un chatbot, sous forme texte, quoi. Et puis, il va, comme nous, apprendre en contexte comment ça marche, et puis, hop. Sauf que ça marche pas. Alors l'idée, c'est de mettre cette phase d'apprentissage en contexte qui est pas suffisante, de la graver en dur dans les poids, directement dans les connexions neuronales du réseau. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit dataset avec les exemples donnés pour le cas particulier du puzzle qu'on veut résoudre, donc les 3 cas, là, et puis après, ils vont les augmenter un petit peu artificiellement, donc du coup, ça va faire plus d'exemples, ils vont changer l'ordre, l'orientation, etc., pour que, voilà, ils se mettent bien le truc dans la tête, on va dire. Et après, ils vont entraîner le modèle dessus. Précisément, ils vont utiliser un LoRa, c'est-à-dire, au lieu d'entraîner tout le modèle, ils vont entraîner un petit adaptateur qui va modifier les poids, c'est très pratique, Ça prend moins de temps, on peut enlever et remettre cet adaptateur pour remettre le modèle à 0 facilement, mais bon, c'est un détail technique, c'est pas la peine non plus de passer trop de temps dessus. Essentiellement, c'est ça qu'ils font. Ils surentraînent le modèle sur les exemples précis pour le puzzle du moment. Mais ça peut se faire vite, ça ? Non, ça fait justement, ça ne fait pas se faire très très vite, c'est ça le problème. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'étonnamment, ça améliore les performances sur ce puzzle en particulier. Donc la procédure globale, c'est on fine-tune un modèle de langage sur des milliers de puzzles de type ARC. Ensuite, on surentraîne le modèle sur chaque question en créant un petit adaptateur qu'on met, puis qu'on enlève à la volée, puis on change d'adaptateur pour chaque question. Et donc, il faut créer cet adaptateur. En fait, il faut entraîner le modèle à chaque fois sur chaque question. Et avec tout ça, ils atteignent le meilleur score sur le challenge ARC qu'on les y a pour le moment, qui c'est à peu près 62% de problèmes résolus. Pas mal. Alors, ça semble assez lourdin comme processus, et ça l'est, ça prend des heures. C'est vrai. Ça prend des heures sur un très gros serveur, et pour un petit modèle, de faire ça.
Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus rapide, mais le fait même que ça marche est assez étonnant, et donc peut-être que c'est aussi un nouveau paradigme à étudier, c'est-à-dire une nouvelle piste pour améliorer les futures IA, les futures IA qui pourraient se modifier à la volée. Parce qu'apparemment, se modifier à la volée pour s'adapter à une tâche spécifique, c'est quand même plus efficace que juste l'apprentissage en contexte, de faire juste lire le truc, quoi. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à inventer, tu vois. Ok, ça me paraît un peu bourrin comme technique, effectivement, ça me paraît pas forcément techniquement élégant, mais après tout, aux grands mots, les grands remèdes, et il y aura peut-être moyen d'optimiser ça par la suite. Est-ce qu'on peut continuer à explorer ce en quoi les IA sont plutôt doués ou plutôt nuls, en prenant des aspects un petit peu plus créatifs, Guillaume, un petit peu plus élégants, la poésie par exemple? Mais oui, on parle de technique sans arrêt, c'est tellement aride. Parlons un peu de poésie, mais de poésie IA, évidemment, parce que voilà, qui de Évidemment. Shakespeare ou de ChatGPT écrit les meilleures poésies? Eh ben c'est ChatGPT. Mhm. Alors avant Oh, que tous les distingués lettrés qui écoutent ce podcast allons. m'envoient des lettres d'autres... Ah, allô? Non, non, je disais allons, comme quoi, Ah, tu m'entends? oui, mais justement, je croyais qu'il y avait encore une coupure, vu que ça nous arrive. Ah non, non, je disais, je m'offusquais. Alors oui, on peut le dire aux auditeurs, je le couperai pas comme ça, mais oui, j'ai des coupures parfois. Et donc c'est l'angoisse de Guillaume, Oui, sachez-le, un c'est petit qu'il peu. ne m'entende plus, mais qu'on ne se rende pas compte tout de suite Tout qu'il ne à m'entend fait. plus. Bref, non, je m'offusquais sur le fait qu'on puisse considérer que ChatGPT était plus poète que Shakespeare. Ça me paraît quand même assez détonnant. Et pourtant, c'est une étude publiée dans Nature Scientific Report, où il y a des chercheurs qui sont concentrés sur 5 poèmes de 10 grands auteurs, que j'ai pas lus, mais que je vais name-dropper parce que ça fait classe. Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Samuel Butler, Byron, Walt Whitman, T.S. Eliot, etc., etc. Et ensuite, ils ont demandé à GPT 3.5, donc même pas GPT 4, d'écrire autant de poèmes dans le style de chacun de ces auteurs. Puis ensuite, ils ont fait un échantillon, enfin, ils ont pris un échantillon de 1634 personnes, qui chacune devait lire 10 poèmes. Donc, tu avais 5 de l'IA et 5 des poètes, dans un ordre aléatoire, et on leur a demandé par qui ça a été, c'est-à-dire, est-ce que ça a été écrit par un IA ou par un humain? Et on a regardé les trucs, et alors, première constatation, les humains sont incapables de différencier les textes humains de ceux de GPT Ah la vache. 3.5. Putain. Pire, les textes de l'IA sont plus souvent jugés comme humains que ceux des humains, et ceux des humains sont plus souvent jugés synthétiques. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'après, ils ont pris 700 personnes, ils leur ont demandé de noter les poèmes sur 14 critères. Alors, il y avait la beauté, l'émotion, l'originalité, etc. Ils ont fait 3 groupes. Un à qui ils ont dit que les poèmes étaient écrits par des humains, un à qui ils ont dit que, ils ont dit le contraire, que c'était écrit par des IA, et le dernier à qui ils n'ont rien dit du tout. Et ceux à qui ils ont rien dit ont mieux noté les poèmes de l'IA que ceux des humains. La vache. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on leur a dit que les poèmes sont écrits par des IA, ils notent moins bien que quand on leur dit que c'est des poèmes écrits par les humains. Ça me fait penser à ce que tu avais déjà souligné en matière de vidéos générées pour des campagnes de communication et notamment pour des partis, quand c'est explicitement présenté comme étant du contenu vidéo géré par intelligence artificielle, ça pose problème, quoi, ça heurte. Donc là, ça semble se Clairement, confirmer, quoi. les humains ont un biais contre les IA, mais sont complètement inconscients d'avoir un biais et de leur incapacité à détecter le texte synthétique, surtout. Et ce qui ressort, c'est que ce qui peut expliquer en partie finalement que les textes sur les IA soient plus appréciés globalement, c'est que globalement les auteurs humains sont aussi plus difficiles à comprendre. Souvent, les participants ont juste pas compris le poème. C'est revenu souvent, que le poème n'avait pas de sens pour eux, qu'ils comprenaient pas le sens du poème. Alors que GPT, lui, il va imiter le style des auteurs d'époque, mais il va générer quand même du texte plus moderne en réalité, du texte plus compréhensible pour les humains modernes que les poètes Il est humains plus édulcoré. d'il y a longtemps. Alors, j'ai pas lu les poèmes, donc je peux pas vraiment te dire, je vais pas aller lire tous les poèmes ni rien, et puis bon, on peut pas dire que je sois vraiment spécialisé en poésie Je vais pas pouvoir anglo-saxonne. t'aider. Mais effectivement, c'est qu'assez logique que si tu comprends pas bien, ou quand tu comprends pas, tu vas pas aimer, quoi. Donc il y a aussi ce problème, je pense, qui est aussi un problème culturel, et voilà, juste, Shakespeare, c'est pas forcément facile à comprendre, voilà, c'est tout, quoi. Je ne saurais pas te citer de poètes modernes, en fait. Moi, c'est vrai que j'aurais des noms de poètes qui, à mon avis, sont morts depuis longtemps, et donc ça ne doit pas être effectivement pour l'appropriation de la poésie. On continue avec le parcours des usages de l'IA, Guillaume, avec des usages un petit peu plus rattachés au monde de l'entreprise, et même du journalisme. Oui, on mentionne des usages, on va mentionner 2 usages dans des grands journaux, alors que c'est vrai que le milieu journalistique est plutôt en contentieux, souvent, avec celui de l'IA. Là, on a le Wall Street Journal qui commence à introduire des résumés automatiques de ses articles, donc j'ai une petite liste de points à retenir en début de texte, qui a été vérifiée et validée par des journalistes humains, a priori.
Alors, c'est pas une première du tout, il y avait aussi USA Today qui le faisait, et puis ici, en France, il y a Numérama, tout simplement, qui offre la fonction, moyennant un abonnement Numérama+. Le Washington Post va plus loin, puisqu'il met à disposition un chatbot qui permet d'interagir avec tout le contenu des articles du journal depuis 2016. C'est un peu comme une sorte de Perplexity ou ChatGPT Search, mais qui va chercher uniquement dans les articles archivés du poste, et qui va rédiger une réponse polie et circonstanciée, voilà. Et pour finir, il y a la NASA aussi, qui va fournir une sorte de chatbot pour ces données géographiques. Alors c'est fait en partenariat avec Microsoft, et finalement on peut le voir comme une sorte de copilote pour la NASA. Il faut imaginer une interface un petit peu comme Google Earth, avec des images satellites sur lesquelles vous auriez en plus une fenêtre de chat à côté, qui vous permet de demander l'accès à des bases de données géographiques. Ça peut être un peu tout, alors vous pouvez lui demander, et ça ce qui est important évidemment, c'est que vous pouvez lui demander très facilement en langage naturel, si vous voulez voir les cas de Covid-19 dans une certaine partie du monde, ou les incendies de forêt sur telle période, le recul de la banquise ou la trajectoire de tel ou tel ouragan. En plus d'avoir les piscines non déclarées au fisc. Bien sûr. Et en plus d'avoir les données, vous pouvez aussi demander des analyses dessus, directement au copilote. Donc si vous voulez voir le lien entre la qualité de l'air et le Covid-19 sur une région particulière du monde, c'est possible directement sans avoir à trifouiller, à fouiller dans des masses de trucs, parce qu'évidemment, toutes ces données sont accessibles déjà à tout le monde, la plupart, mais rendre accessibles ces deux ensembles de données qui sont très vastes et qui sont pas forcément facilement exploitables. Sauf si vous êtes un pro, mais il faut savoir où sont les données, il faut connaître leur format, il faut utiliser des logiciels pour les lire, ou alors coder soi-même son outil. C'est pas forcément évident, alors que le copilote pourrait permettre de mettre tout ça à la portée de tous, C'est un objectif très louable. C'est pas encore accessible au public, néanmoins, il y a les scientifiques de la NASA qui sont encore en train de tester tout ça, histoire de voir à quel point il hallucine ou pas, j'imagine. Mais c'est quand même une bonne initiative. Je trouve que ça souligne un point central, en fait, quand tu listes tout ça, et tu l'as cité brièvement, mais la vérification, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui va désormais se répandre un petit peu plus dans les usages professionnels, dans nos interactions, forcément, mais ça va de plus en plus poser la question de comment on vérifie ces restitutions. Et souvent, évidemment, pour les IA génératives qui vont restituer des infos sur la base de bases de connaissances. Et c'est pas évident de vérifier l'info parce qu'on part du principe comme ça qu'on est un peu omnipotent, omniscient et qu'on sait quand c'est vrai et quand c'est faux. Mais il y a des choses, oui, quand tu es expert, ça saute aux yeux, mais tu peux aussi avoir des choses qui sont pas si évidentes que ça et puis qui traduisent, là encore, on en a parlé à moult reprises, des formes de biais qu'on peut pas détecter au cas par cas et qui vont pouvoir se vérifier sur des grandes quantités de résultats. Peut-être des futurs métiers qui vont être créés comme ça, de vérification au fil de l'eau des contenus créés en interaction avec l'IA. Un petit bonus, Guillaume, tu vas nous faire aboyer notre LLM, j'ai un peu peur. Oui, juste une petite news pour mentionner que Google a mis à disposition via Neuronpedia une version de son Gemascope qui permet de voir un petit peu comment ça marche dedans. Dans le petit modèle de langage Gemma 2B, pour être précis, ça marche ça marche vraiment en fait comme la recherche d'anthropique qu'on avait déjà commenté en supplément, mais c'est en version grand public. Donc là, vous pouvez voir les caractéristiques activées dans le réseau du LLM, quand on clique sur un mot, on va voir à quoi il est rattaché comme concept dans le réseau de neurones. Quels concepts, comment sont reliés entre eux ces concepts. Il y a aussi la possibilité de prendre certains concepts et de les forcer dans le chatbot, ce qui va complètement changer son comportement. Quand vous parlez de berger allemand, le LLM va automatiquement activer des ensembles de neurones qui sont liés au concept de chien. Si à l'inverse on prend ces réseaux et qu'on les force actifs, il va parler de chien tout le temps, à tout bout de champ. Et si vous forcez vraiment au maximum, le mettez le curseur au maximum, il va se mettre à aboyer. C'est assez marrant. Alors, vous avez le comparatif d'ailleurs, d'un côté vous avez le Gemma non altéré, de l'autre le Gemma obsessionnel d'un concept en particulier. Et c'est dans l'onglet Steer Gemma, si ça vous intéresse, c'est plutôt rigolo. Et on peut le faire avec les chats, rassure-moi, rien ne l'empêche, parce que je donne l'exemple des chiens. Ben oui, j'espère quand même. Allez, un dernier mot sur Apple Intel. Évidemment. Un petit mot sur... alors, il y a un domaine, pardon, excuse-moi, il y a un domaine quand même sur lequel les intelligences artificielles n'égalent pas les capacités humaines, c'est l'humour. Franchement, un stand-up écrit intégralement par une IA, c'est pas demain la veille. En tout cas, c'était mon parti pris parce que j'ai l'impression que l'IA va aussi nous laisser entreapercevoir une autre forme d'humour, pas un humour humain, mais quand même des situations très drôles. Je pensais notamment à ces séries de vidéos qui nous génèrent du contenu complètement grotesque et hilarant dont j'avais déjà parlé. C'est le cas aussi, a priori, des sentiments perçus par certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence. Voilà, sauf que bon, là, on rit de lui, on rit pas avec lui, ça c'est un peu le problème. C'est vrai. Un peu le problème. Ouais. On se moque. Effectivement, on finit avec Apple qui lui aussi parie beaucoup sur son Apple Intelligence. Et qui, c'est vrai, amuse pas mal l'outre-Atlantique quand même, parce que bon, nous, on n'y a pas encore accès. Alors, il y a un journaliste qui a publié des exemples de résumés qu'on peut voir dans les notifications et qui sont parfois utiles, mais souvent marrants parce qu'ils résument vraiment un ou plusieurs messages à la serpe.
parce qu'il faut vraiment, voilà, il a très très peu de place et parfois c'est assez cocasse, quoi. Pour être honnête, à voir ça, on se dit qu'on rate pas grand-chose pour le moment en Europe. C'est vrai. Bon. Mais bon, Apple a des plans, des choses qui pourraient d'ailleurs être vraiment intéressantes et ouvrir encore de nouveaux marchés, puisqu'Apple sera en train de finaliser une tablette domotique à accrocher au mur. Donc ce sera un hub domotique polyvalent de 6 pouces, une petite tablette de 6 pouces qui serait donc sous un nouveau système d'exploitation, mais qui serait compatible avec les applications iOS. Et il serait centré domotique et il serait surtout équipé d'Apple Intelligence. Donc on pense évidemment au Nest Hub ou au Echo Hub d'Amazon. On pourrait imaginer qu'Apple aille plus loin dans une interface conversationnelle avec son hub domotique, qu'on puisse vraiment discuter avec sa propre maison, quoi. Et bon, évidemment, demander des trucs en langage naturel, etc. Donc Apple serait en plus aussi en train de travailler sur un robot qui pourrait vous suivre dans votre maison et qui aurait un bras avec un iPad attaché dessus. Bon, là encore, on pense au robot Astro d'Amazon, hein, c'est un petit peu le même concept apparemment. Qui aurait pu, Astro lui-même, devenir un hub pour maison connectée finalement, hein, mais en plus d'un robot de compagnie. Mais bon, apparemment, ça s'est pas bien vendu, c'est pas vendu du tout quasiment, et c'est vrai que, bon, on verra si Apple peut faire mieux, mais il serait donc peut-être en train, Apple, hein, de préparer un nouveau push vers la maison connectée, peut-être même avec d'autres périphériques domotiques encore, peut-être même avec une véritable Apple TV, on ne sait pas, une télé complète, pourquoi pas, des caméras, est-ce que tout ça pourrait être relié par Apple Intelligence, je sais pas si ça t'inspire. Pas du tout. C'est terrible parce que j'adore la domotique et j'aime beaucoup cet univers. Ouais, presque. Non, mais c'est un domaine qui me plaît beaucoup et j'expérimente en matière de domotique. Mais je n'arrive pas à être complètement convaincu par le fait qu'Apple pourrait nous proposer, en particulier l'an prochain, quelque chose qui changerait fondamentalement la donne. Et pourtant, tu sais, hein, je suis bon client. Mais allez, je ne demande qu'à être surpris et moi, j'adore, j'ai hâte, je suis impatient qu'on me bouleverse mes idées préconçues. On va effectivement passer à la rubrique suivante, Guillaume, avec de la génération de modèles 3D, c'est ça, Guillaume ? On a de tout. C'est ça qui est vraiment intéressant, hein, comme pour illustrer que même dans le cas où les LLM sont en train de ralentir, il y a encore énormément de choses à améliorer, beaucoup de progrès qui arrivent dans les années à venir, et donc on va faire une petite revue de presse sur les IA non textuelles, orientées graphisme, sur les nouvelles recherches qu'il y a dessus. Recherches qui sont d'ailleurs pas mal faites par NVIDIA, donc là on va parler en particulier d'NVIDIA, d'Autodesk, mais là c'est NVIDIA qui fait quand même pas mal de trucs. Et on commence avec Lamamèche. Par Lamamèche, bon, ma tête est pas malade. Le but c'est de prendre un chatbot et de lui faire générer carrément des objets 3D. Et c'est pas si dur que ça en fait, c'est ça qui est marrant. En fait, on lui fait juste décrire l'objet en tant que liste de faces et de vertex en texte brut. Et ça passe. Alors évidemment, il faut l'entraîner un petit peu à faire ça, hein. Donc on prend un lama et puis on le personnalise avec des milliers de couples texte-objet 3D, directement en full texte, quoi, et puis on l'entraîne à reconnaître ces objets rien qu'avec la description textuelle. Il y a quand même un problème, c'est que la tokenisation, elle n'est pas faite pour ça. Chaque sommet d'une face est décrit avec beaucoup trop de chiffres, et puis, voilà, c'est 137,858. Bon, tout ça, ça fait des tokens, beaucoup trop de tokens, et ça perturbe beaucoup le modèle qui a beaucoup de mal, en fait, avec un modèle 3D standard, on va dire, qui a beaucoup de mal à s'en sortir. Alors, les chercheurs, ils ont essayé une solution très simple. Tous les objets sont décrits dans un cube, dont les axes n'ont que 64 graduations. En fait, ils discrétisent les axes, et donc ça réduit considérablement les descriptions d'objets. Et avec cette astuce, Llama s'en sort beaucoup mieux et il peut produire des objets simples et même vous les personnaliser. Ça montre encore une fois la versatilité des modèles de langage. Et puis puisqu'on est en 3D, on a aussi l'université de Hong Kong et VastAI qui met à disposition SAM 3D, qui est à la 3D ce que SAM est aux images. Alors SAM c'est la segmentation, SAM c'est Segment Anything. Et ça permet donc, si vous avez une photo de vache, par exemple, dans un champ, d'automatiquement déterminer quel pixel appartient à la vache et quel pixel appartient à l'herbe, par exemple. Donc c'est une segmentation qui est dite sémantique et qui comprend le contenu de l'image. Et en fait, SAMPart 3D, c'est pareil, mais en 3D. Donc vous lui présentez un modèle 3D, je sais pas, un cactus avec un chapeau, un cactus en pot avec un chapeau, comme ça, en 3D, hein, sous 3ds Max ou ce que vous voulez. Et il va déterminer tout seul quelle face appartient au chapeau et quelle face appartient au cactus. Un petit peu de la même manière. Et si c'est un canon, il va savoir quelle face sont celles du canon, et donc c'est génial, parce que si vous voulez appliquer des matériaux différents sur les parties d'un objet qui vous est fourni en bloc, tout ça, c'est automatique. Excellent, on continue du coup avec les recherches du côté d'Autodesk et oui, NVIDIA. Oui, il y a encore une recherche de recherche d'NVIDIA et d'Autodesk qui utilisent toutes les deux des ondelettes. Alors NVIDIA les utilise pour créer des générateurs d'images qui travaillent directement avec les pixels. On sait que pour générer des images, il faut faire une diffusion sur un bruit aléatoire, et donc c'est très demandeur en calcul. Alors on commence par compresser les images avec un autre modèle pour s'économiser du temps et de la mémoire. Et essentiellement, c'est quand même un peu ce que fait NVIDIA avec son nouveau modèle qui s'appelle Edify, et qui troque la compression par VAE, qui est utilisée par la concurrence, contre une forme de compression en ondelettes. Alors les ondelettes, c'est pas si compliqué sur le principe en réalité.
Les ondelets, c'est une manière de créer des bases de fonctions. Vous avez une image, la manière la plus simple de la représenter, c'est les pixels. Les unités de base, c'est les pixels. Donc votre base, c'est les pixels, il y en a plein et c'est très très lourd. Dans la vie de tous les jours, on ne stocke pas les images comme ça. On les stocke souvent en JPEG, et qu'est-ce que fait le JPEG? Il va décomposer votre image en petits bouts, des petits carrés. Il va représenter ces petits bouts dans une autre base. Il va les représenter comme une superposition de fonctions trigonométriques, des cosinus, pour être précis. En théorie, il y en a une infinité. Vous ne pouvez pas représenter un petit bout d'image avec seulement quelques cosinus, il vous en faut une infinité, mais ça c'est en théorie. En pratique, on va couper cette série qui continue, là, on va la couper assez rapidement, et on va la couper d'autant plus vite qu'on veut compresser plus. Donc chaque bout de l'image, donc, c'est une approximation du bout d'origine avec des cosinus, et un résidu, et ce résidu qu'on va stocker avec plus ou moins de précision aussi. Donc le fait qu'on fasse des bouts, ça peut se voir d'ailleurs quand on compresse beaucoup, et on compresse beaucoup, et vous voyez des artefacts de compression JPEG, c'est typiquement ça. Et puis les cosinus, c'est bien, mais ça peut aussi... Bon, c'est bien parce que ça peut osciller plus ou moins vite, et donc ça peut représenter des détails qui sont plus ou moins petits, mais c'est pas non plus idéal quand on a des discontinuités ou des coupures franches, ça marche pas très bien, c'est un peu la zone. Donc les ondelettes, c'est une autre manière de représenter les images, et plus généralement toutes les fonctions dans toutes les dimensions que vous voulez, et qui part d'une idée assez cool, c'est que ces bases doivent être locales et multi-échelles. Locales, comme ça on peut ajuster là où on veut mettre des détails, on n'a pas de grille, tout simplement, concrètement on n'a pas de grille sur les images, et multi-échelle parce que naturellement, une image a des détails à des échelles différentes. Et donc il faut modéliser différemment les détails qu'il y a. Concrètement, une représentation en ondelette, on pourrait le voir très simplement comme une suite d'approximations successives d'une image à diverses résolutions, dont la superposition donne l'image elle-même. À vous ensuite d'utiliser les meilleures formes de fonctions de base, et de trouver la bonne manière de faire tout ça, et de couper où il faut pour compresser sans trop casser le truc, quoi. Mais bref, l'idée de Edify de NVIDIA, pour revenir quand même à nos moutons généraux, c'est qu'au lieu de prendre en poids le bruit aléatoire complet en 1024 par 1024, ils ont trouvé un moyen de le faire par raffinement successif. Il faut une passe sur un bruit beaucoup plus petit, 256 par 256, puis il faut un upscale en 1024 par 1024, et le réseau, lui, il apprend à travailler non pas sur l'image telle que vous la voyez directement, mais sur sa représentation en ondelette, qui est, disons, plus naturelle, parce qu'elle est naturellement multi-échelle, justement, par cette localité, cet aspect multi-échelle. Et sur la lancée, évidemment, au prix d'un petit peu plus de calcul, le modèle peut même faire des images en 4K. Donc il a aussi été entraîné avec l'idée d'utiliser des contrôles, donc il y a des contrôles de profondeur, et même juste des contrôles textuels. Bon, après, ça marche aussi chez la concurrence. Alors Edify a l'air compétitif. Bon, il a l'espoir d'être meilleur sur les détails locaux, sur les mains peut-être. C'est vrai qu'il y a pas mal d'images avec des gens qui ont des mains tout à fait normales, et c'est rassurant. Bon, à voir s'il est en pratique vraiment meilleur que Flux et compagnie. Les images qu'on voit ayant sans doute été sélectionnées. Alors ici, on finit avec Autodesk, que j'ai mentionné tout à l'heure. On fait dans la génération en 3D en utilisant des ondelettes. En 3D, pourquoi pas? Parce que finalement, tout ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des ondelettes, ça n'a rien de propre à la 2D. Vous pouvez tous exactement faire la même chose en 1D ou en 3D. Et donc représenter aussi des fonctions en 3D, des fonctions qui peuvent représenter un volume de pixels, donc des voxels. Et le générateur d'Autodesk génère donc des objets en voxels qui sont lissés et raffinés par la suite. La précision de certains de ces objets est assez impressionnante. J'ai beaucoup apprécié le plat avec des pommes et des petites queues de pommes, c'est très très bien foutu. On peut générer via du texte directement, ou conditionner avec une image, ou même avec une autre forme en voxel. Ce qui est assez marrant. Donc vous donnez une forme en voxel façon Minecraft, pas beaucoup de détails, et puis il vous génère un objet qui correspond à ça. On verrait bien ce genre de truc vraiment intégré à Maya ou 3ds Max dans quelques années. Bah oui, bien sûr. Ouais, le petit grenouille, si on va voir les petits exemples, c'est assez bluffant, effectivement, les résultats. Parfait. Et on termine par peut-être l'application la plus flippante et la plus enthousiasmante, selon le regard des uns et des autres, en matière d'intelligence artificielle, Guillaume, c'est pour la robotique. Oui, entraîner des robots dans la matrice, c'est quasiment la base aujourd'hui, c'est devenu banal. Voilà, il y a des répliques jumelles de robots qui sont dans un environnement en 3D façon jeu vidéo et qui s'y entraînent inlassablement à refaire les mêmes choses et qui vont finir par apprendre. Et on va envoyer ensuite tout ça sur un vrai robot qui va faire la même chose dans la réalité. Sauf que ça marche pas toujours très bien, parce que pour que ça aille vite quand même, le Matrix des robots, il est plus proche de rendu PlayStation 1 que PlayStation 5. On fait des environnements très schématiques parce que mettre le ray tracing comme dans Cyberpunk 2077, c'est quand même pareil en coût serveur. Sauf que du coup, la différence entre la matrice et le monde réel, pour le robot, elle est assez dramatique. Et le robot chien, des fois, il est un petit peu comme Neo dans le film, tu vois, quand il se réveille, il a du mal au début, il vomit, tout ça, ça marche pas. Donc pour aller un peu plus loin, des chercheurs en robotique du MIT ont mis au point un truc qui s'appelle LucidSim, qui conserve le même environnement 3D qu'avant. Donc c'est pareil qu'avant, mais c'est au niveau physique. Donc le robot va ressentir les mêmes choses. Voilà, il va y avoir des cubes au même endroit, des cônes au même endroit, ce que vous voulez. Par contre, ils vont lui montrer un rendu visuel photoréaliste qui va être généré par l'IA
à partir des contraintes physiques imposées. Par exemple, s'il y a un escalier, ça va être un escalier normalement pas en fil de fer, mais bon, voilà, en face pleine, très très simple. Là, on va coller dessus une couche d'images génératives, de vidéos génératives, qui va montrer exactement le même escalier, mais représenté avec un éclairage réaliste, une peinture écaillée et des canettes de bière sur le côté, quoi, comme tous les escaliers du monde. le robot va donc s'exercer dans son matrix habillé par des vidéos génératives, et ça va lui permettre d'avoir un ancrage dans le réel bien meilleur, et de mieux négocier les canettes vides quand il en verra dans ce véritable escalier. Il ne sera pas choqué comme ça. Le module de génération d'images s'appelle d'ailleurs Dream in Motion, parce que voilà, le rêve et la réalité se confondent. C'est génial de se dire qu'effectivement, si tu lui donnes des données qui sont plus proches de ce qu'il verra après, du coup, il va être plus à l'aise. Finalement, c'est plein de bon sens et c'est très intelligent. Merci, on va se tourner un petit peu vers l'espace, vers les étoiles en tout cas. Il y a des essais Starship qui vont arriver peu de temps après qu'on enregistre cet épisode. Ah, mais ça, Elon, il m'a... T'as vu, Elon, il se venge parce que je parle mal de lui, je pense. C'est vrai. Donc, je pense qu'il l'a fait exprès. Il a dit Tech Café, ils enregistraient à tel moment, l'essai ce sera après. Évident. Voilà. Comme ça, ils n'auront pas l'info. Et même pour l'épisode supplément qu'ils enregistrent dans la foulée, ils pourront même pas en parler, ces blaireaux. Il a rigolé comme ça d'ailleurs. Évidemment. Mais on continue quand même à parler de choses qui volent. Oui, on peut pas. Évidemment. J'avais prévu de parler du lancement de Starship parce que c'était prévu pour le 18 et tout ça. Mais du coup, je vais quand même me rabattre sur les signalements d'OVNI aux États-Unis qui ne cessent d'augmenter. Voilà. Alors, je devrais pas dire OVNI, je devrais dire PAN pour phénomène aérospatial non identifié, parce qu'OVNI, c'est un peu connoté alien, et puis parce que c'est pas forcément des objets qui sont derrière les pans. Les US ont d'ailleurs aussi leur nomenclature, eux ils appellent ça les UAP. Donc nous on appelle ça les pans, et eux ils appellent ça les UAP pour Unexplained Anomalous Phenomena. Et c'était UFO, l'équivalent d'OVNI en fait, pour eux. Et UFO est l'équivalent d'OVNI, et donc UFO, Unidentified Flying Object, ils l'utilisent plus non plus exactement pour les mêmes raisons. Donc comme pan, ça peut être un phénomène météorologique, ça peut être ça peut être un oiseau aussi, mais là c'est un phénomène météorologique. Ça vole aussi. Non, même pas d'ailleurs. Et non, même pas. Et enfin pas beaucoup. Et il y a pas forcément un appareil derrière, il n'y a pas forcément un truc volant, quoi. Et la météo, c'est tout un pan des pans, par exemple. Ça dépend. Enfin bref, c'est le coup de feu pour les pans. 757 ont été recensés sur les 13 mois. Sur les 13 derniers mois, c'est pas surprenant, puisqu'on n'a jamais autant lancé de trucs en l'air, et qu'il n'y a jamais eu autant de machins volants possibles aujourd'hui, même accessibles à tout le monde, entre les avions, les drones, les constellations de satellites et les lancers de fusées qui sont quasi quotidiens. Et d'ailleurs, un nombre croissant de pans sont directement reliés au Starlink. En particulier quand ils sont lancés et qui sont encore, quand ils viennent d'être lancés, qui sont encore assez bas, et qui font ces petits trains lumineux dans certaines conditions, ça fait des trucs assez brillants et des choses qui bougent assez bizarrement, il faut le dire, et que les gens remarquent. Donc d'ailleurs, il y a une sorte de GEPAN américain qui est même en train de regarder dans ses archives pour voir s'il n'y a pas plein de cas en fait qui pourraient être expliqués comme ça. En croisant les infos, peut-être qu'une partie de ces cas ouverts a une explication simple. Alors il y a quand même la moitié des cas qui restent sans explication pour le moment, il faut dire que ça peut être dur, quand c'est un pan isolé, un pan de campagne par exemple, où t'as peu d'infos, il y a peu de témoins, quoi. Alors, c'est pas parce que c'est inexpliqué que c'est des aliens, attention évidemment, parce que ça peut très bien être le drone du petit-neveu du voisin, un truc qui vole assez haut, qui peut s'allumer, il y a vraiment plein de choses possibles. Merci pour cette supervision des pans, Guillaume. Et puis peut-être aussi des explications, là aussi, de manière rétrospective, sur des interprétations d'images qui ont été captées, en tout cas de données qui ont été captées d'Uranus. On a beaucoup parlé cette semaine, c'était intéressant, puis c'était marrant aussi, parce que Uranus, c'est quand même la planète préférée des anglophones, je pense. Évidemment. Oui, parce que prononcez-la en anglais, allez-y. Uranus, évidemment. Oui, voilà. D'ailleurs, il y a un extrait, c'est quoi? C'est Rambo, où il y a dedans, où il dit, en gros, c'est de là viendrait l'expression dans ton cul, c'est que il dit in Uranus. Bref. Bon, en tout cas, imagine la semaine quand j'ai vu passer tous ces titres en anglais avec parlant de Life in Uranus. Ce fut dur de prendre cette info au sérieux, pourtant elle est intéressante. On a une image fausse de cette planète, même pensée du point de vue extraterrestre, du point de vue vie extraterrestre complètement cramé. Parce que quand Voyager 2 est passé à côté, il a détecté une magnétosphère toute pétée et on en a déduit que la vie n'était pas possible. Le champ magnétique d'une planète, c'est quand même un bouclier indispensable contre les rayonnements cosmiques et ça maintient l'atmosphère en place. Et puis c'est vrai que c'est pas mal quand même. Il semblerait qu'il y a 40 ans, Voyager soit mal tombé, à quelques jours, voire quelques heures près, elle n'a pas du tout fait les mêmes mesures. Parce qu'à l'époque, il y a eu une énorme tempête solaire qui a déformé lourdement le champ magnétique. Et sans ça, il est très probable que, en temps normal, c'est-à-dire à 95% du temps,
il soit comme seules les autres planètes, quoi, tout simplement. Et donc il y a des chercheurs qui ont fait le calcul pour savoir qu'est-ce que ça aurait été si on n'était pas tombé dans cette fenêtre-là. Et apparemment, il n'y a pas plus de soucis sur Uranus que sur d'autres planètes à ce niveau. Bon, il reste le souci du froid inimaginable, mais bon, c'est absolument pas ce qui se passe dans les profondeurs de Uranus, ou sur les lunes, évidemment. On a bien des espoirs pour Europe, la lune de Jupiter, qui a priori pas beaucoup plus propice à la vie, et pourtant, on va envoyer des trucs pour savoir. Donc il reste énormément de choses à découvrir dans Uranus. Très bien, on continuera à s'intéresser aux lunes d'Uranus plus tard, Guillaume. En attendant, on peut estimer qu'on a fait le tour de l'incontournable de l'ActuTech de cette semaine. On se doit quand même de parler un peu, parce que c'est la tradition de jeux vidéo. Guillaume, sache, je voulais te le préciser quand même, hein, j'en suis à 265 bots collectés sur 300 dans Astrobot. Je suis à fond. Est-ce que tu as joué à des choses captivantes? Oui, pour moi, oui. Il est... avec Balatro, en tout cas. Il est nominé aux Game Awards, apparemment. Comme Balatro, d'ailleurs. Et le DLC d'Elden Ring. Et Archery et le Shadow of Archery, exactement. Mais bon, chaque chose en son temps, on va parler un petit peu d'Half-Life 2. Là, on sait qu'il y a des aliens, par contre, on en est sûr. C'est Half-Life 2 qui vient de fêter ses 20 ans de tyrannie dystopique avec des cadeaux. Ça, c'est bon, ça. Il était encore gratuit hier, mais je pense que c'est fini, malheureusement, vous entendrez ça. Il a été mis à jour avec des ajustements graphiques, des contrôles modernisés avec le gamepad. Il a aussi un documentaire de 2 heures sur le jeu, de comment le jeu s'est fait et de comment l'épisode 3 ne s'est pas fait, justement. Parce que bon, vous avez les épisodes 2 directement intégrés dans le package. Désormais, Half-Life 2, c'est tout. Désormais, c'est plus séparé. Et donc, le 3 a longtemps été un projet sur lequel on en sait plus grâce à ce documentaire. On apprend par exemple que ça serait passé au pôle. L'épisode 3 serait passé en Arctique et ils voulaient mettre un fusil glaçant. Un fusil pour geler les ennemis et se faire des passages avec des blocs de glace. Qu'ils imaginaient aussi des ennemis qui se divisaient en plusieurs morceaux. Dans 6 mois, ils avaient d'ailleurs fait une collection de niveaux sans ordre particulier, et il leur a fallu 6 mois de plus pour, eux ils disent, atteindre la masse critique de gameplay, c'est-à-dire de variations de jouabilité qu'ils estimaient nécessaires avant de vraiment peaufiner le jeu et pour le sortir. Et ils avaient du mal, voilà. En fait, ils commençaient à trouver qu'ils tournaient un peu en rond avec les outils et le moteur de l'époque. Ils font même référence à Ravenholm, le spin-off d'Arkane, qui parle peut-être aux vétérans, Ravenholm. Bien sûr. Spin-off qui a finalement été annulé, ils se sont dit que ils n'étaient pas les seuls à galérer, puisqu'Arkane aussi, il avait un petit peu de mal à se renouveler. Il a fallu aussi finir Left 4 Dead à ce moment-là, qui a connu un bon succès, un très beau succès d'ailleurs, le premier, le deuxième, il me semble. Mais ça a pris quand même pas mal de temps, et ensuite ils se sont dit que c'était trop tard, il aurait fallu encore facilement 2 ans de plus pour finaliser un épisode 3, pour bien le peaufiner, et donc ça s'est jamais fait. Pas plus qu'un Half-Life 3 d'ailleurs, alors parce qu'il y a bien Half-Life Alyx, qui est un très bon jeu, mais c'est une préquelle d'Half-Life 2. Sachant qu'il y a quand même un quasi-remake, quasi-remake, qui est vraiment en cours là, en ce moment, c'est le Half-Life 2 RTX. Donc c'est la version avec ray tracing, comme son nom l'indique, mais qui transfigure aussi complètement les textures. Et effectivement, le RTX transfigure complètement l'éclairage, et c'est vrai que c'est dans la lignée des Quake 1 et Quake 2 RTX, qui sont impressionnants, vraiment. Et même dernièrement de Doom 2 RTX. Alors je peux vous dire que ça change pas mal de choses. C'est vraiment Doom 2, mais avec des ombres réalistes, un éclairage réaliste. Wow. Et le jeu est 5 fois plus flippant, ce qui est assez cool. Donc c'est assez marrant. Doom 2 RTX est gratuit, c'est pas vraiment le cas de Quake 1 et de RTX, mais même s'ils sont pas très chers, je pense qu'Half-Life 2 RTX pourrait être un jeu vraiment à refaire avec ce truc-là. Je sais pas si ça te tente, toi, de refaire Half-Life 2. Je l'ai refait cette année, en fait. Moi, sais, quand il y a des bons plans, je fais toujours le mauvais choix avant, donc j'ai refait Half-Life 2 cette année. Je l'ai fait sur Steam Deck d'ailleurs, et c'était un grand plaisir, mais évidemment j'aurais préféré ne pas le payer, même s'il a dû me coûter quelques euros, c'était pas non plus ma grosse dépense de l'année, mais voilà. Oui, c'était évidemment un plaisir. Moi, tu sais, dès que je peux avoir une opportunité de refaire Half-Life, je le fais. Et d'ailleurs, quand tu parles de marques et de noms de jeux vidéo qui m'ont marqué de quand j'étais bien plus jeune, Guillaume, tu vas me parler d'Unreal et Unreal Tournament. Oui, on continue avec les vieilleries, puisque Unreal et Unreal Tournament, sur lesquels j'ai passé quelques heures rigolotes en réseau, sont désormais disponibles en téléchargement gratuit sur l'Internet Archive, avec toute la bénédiction d'Epic, donc c'est légal, ne vous privez pas. Alors enfin, j'ai pas essayé, parce que c'est peut-être pas si simple de lancer un FPS de 98 sur Windows 11, c'est pour ça que le travail de GOG est très appréciable. Et c'est comme ça qu'avec une transition news digne de la haute voltige, je peux vous parler de la nouvelle mission que GOG s'est donnée, qui est préserver le jeu vidéo, enfin qui s'est lui-même donné. Oui. Parce que GOG, c'est un magasin de jeux vidéo, oui, d'ailleurs c'est un magasin de jeux vidéo, de vieux jeux vidéo, effectivement,
qu'on peut tous lancer très facilement sur des plateformes modernes. Et là, il s'engage à tout faire pour que vos vieux jeux de votre vieille enfance soient préservés et toujours jouables. Et en fait, c'est comme d'habitude. Donc, c'est quoi cette histoire de programme de préservation? Parce qu'en réalité, ils font ça pour tous les jeux qu'ils ont, quoi, donc je sais pas trop. Mais alors, bon, donc je sais pas exactement pourquoi, mais GOG, c'est bien, voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça reste très bien. Il y a des jeux de toutes les époques qui sont fournis avec des outils adaptés pour y jouer, et surtout, ils sont sans DRM, donc GOG, c'est très bien. Vous pouvez vraiment les garder, les lancer sur n'importe quel logiciel, n'importe quel ordinateur offline même, donc c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'ils font de différent pour les jeux du programme de préservation? Bon, ils disent qu'ils vont continuer pour toujours, ce qui est toujours un petit peu casse-gueule de dire que ça va durer toujours. Il suffit de voir certains mariages de mon entourage, bon. Mais bref, GOG a un programme pour 100 jeux vintage. D'autres seront inclus dans un futur proche. Hein. Alors comment ils vont gérer les soucis de licence sur des jeux pour garantir leur disponibilité pour l'éternité, je sais pas en fait, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Mais bon, en tout cas, les jeux qui seront chez GOG seront préservés. Et des jeux qui seront clairement pas chez GOG, c'est les Warcraft. Et figure-toi que encore des vieux jeux qui sont dans l'actu. Warcraft 1 et 2 vont avoir droit eux aussi à une version remasterisée, comme Starcraft en son temps, ou Warcraft 3, lequel Warcraft 3 va d'ailleurs recevoir des mises à jour bienvenues, parce qu'apparemment c'est un remake qui a été très très mal accueilli en son temps. Et donc pour finir et conclure, et pour achever cette section vintage et mes illusions, sachez aussi que ce mois-ci, c'est les 20 ans tout pile enfin même ce mois-ci, puisqu'il est sorti en novembre, c'est les 20 ans tout pile de World of Warcraft. Incroyable, 20 ans, mais j'aurais jamais imaginé qu'il s'était écoulé 20 ans depuis la sortie de World of Warcraft. Et t'as peut-être pas imaginé qu'il soit encore en activité, surtout. Alors, oui, absolument pas. Non, mais effectivement, au bout d'un moment, on peut se douter que ça va durer encore un moment, mais 20 ans, franchement, énorme. On parle de Warcraft, on parle de Blizzard, il faut forcément qu'on touche un mot de ce que devient la Xbox, Guillaume. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Microsoft a racheté Blizzard Activision. Alors, c'est quoi les dernières nouvelles des stratégies côté Xbox, Guillaume? Aucune idée. C'est toujours aussi flou, ça part toujours dans tous les sens. Écoute, Xbox a fait une pub ces derniers temps qui est, j'ai l'impression, assez maladroite et qui est surtout très confuse quant aux orientations que souhaite prendre Microsoft. Parce que la pub, globalement, c'est que tout est une Xbox. Un smartphone, un Quest 3, un PC, un bac à litière pour chat. Non, pas le bac à litière, mais c'est pas loin. Il y a à peu près tous les objets tech du quotidien qui sont des Xbox. Et donc la question est légitime. Si tout est une Xbox, en fait rien n'est une Xbox. Quelle est la place d'une Xbox, proprement dite, si tout ce qui est autour peut faire le même boulot qu'elle? Et donc, alors évidemment, c'est une pub pour xCloud, les services Xbox peuvent être disponibles forcément sur votre téléphone, sur ordinateur, on sait déjà tout ça, mais les services Xbox pourraient dissoudre finalement la pertinence même d'une console. Et c'est une conclusion qui est assez logique quand on vous regarde cette pub finalement. Et Phil Spencer a dû remettre un peu les choses au point dans des interviews. Donc Phil affirme que Microsoft va continuer à faire des consoles et même d'autres appareils. Donc quoi? Une console une console streaming peut-être? Une console portable? Une couverture chauffante gamer vert fluo? Je sais pas. Mais Spencer est pas fan de la PS5 Pro. Bon, Microsoft fera pas de console de milieu de génération. Et heureusement, parce que du coup, ça lui ferait 3 plateformes en simultané avec les séries S et X, et donc les devs vont encore péter des câbles. Non, il dit aussi que c'est pas avec des consoles à 1000 balles qui vont élargir le marché, ce qui est très clairement un scud orienté vers Sony, dont on a peur qu'ils prennent quelques mauvaises habitudes, là, quand même. Donc on aimerait bien croire, Phil, franchement, que le matériel compte pour eux, encore. Les chiffres sont pas trop de cet avis, et les consoles servent avant tout à faire du fric en vendant des jeux. Et Xbox peut de plus en plus le faire sans console du tout. Et d'ailleurs, il confie aussi qu'il est satisfait des ventes de jeux sur PlayStation et sur Switch, qu'ils le feront à nouveau, et même, je cite, qu'aucun jeu de l'écurie Xbox n'est à l'abri. Bon, Spencer n'est pas contre de nouvelles autres acquisitions, même après l'acquisition géante d'Activision Blizzard, en particulier en Asie, et sur le segment du mobile. Et la Chine les intéresse beaucoup, la version mobile d'Age of Empires a été faite avec Tencent. Il ne serait pas contre de travailler avec des équipes chinoises et pourquoi pas finalement d'en racheter. Alors c'est vrai que l'acquisition d'Activision leur a vraiment réussi. La division Xbox ne s'est jamais aussi bien portée. La Xbox elle-même, par contre, c'est vraiment une autre histoire. Ouais, juste un petit mot aussi pour parler de leur projet. Il a pris la parole de manière très très éloignée sur le Steam Deck, ou en tout cas sur sa console portable face à ce qu'on appelle les handheld PC, donc Steam Deck, Rogue Ally, Nintendo Switch et j'en passe. Par contre, ils disent qu'ils observent ça très tranquillement et qu'ils veulent d'abord apprendre ce qui se passe maintenant et qu'ils sont à plusieurs années de ça. Je me dis, c'est bizarre, quand tu es dans ce type de stratégie, est-ce que tu as intérêt à dire ça finalement?
Parce que tu dis tout et rien, finalement. Tu dis, oui, on a compris qu'il y a une tendance qui se passe sous nos yeux, mais nous, on va être bien en après-coup. C'est pas Apple non plus, tu vois. Bon. Ouais, plusieurs années, surtout, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Hein. Ah, c'est très, très vague. On fera pas, ça, peut-être. Très dur. On adore ça. Franchement, on regarde. Ça a l'air trop bien. On regarde, on adore. Hein. Mais bon. Ouais, moi, je regarde. Moi aussi, je regarde. Hein. Ouais, on regarde tous. Il y a un autre truc qui regardait, c'est l'entreprise qui est à la tête de From Software notamment, et ça intéresserait bien Sony, Guillaume. Ouais, alors c'est pas encore officiel, mais il y a 3 sources qui témoignent de pourparlers entre Kadokawa et Sony. Alors Kadokawa, vous connaissez sans doute de nom si vous aimez bien les animés et les mangas, hein. Ils ont des très grosses licences comme Re:Zero, puis je crois que c'est le 4e éditeur manga au mondial, donc c'est absolument énorme. Et ils ont aussi des quantités de boîtes dans l'édition, et aussi dans cette écurie, il y a la boîte de jeux From Software, le très très célèbre et apprécié auteur de la série des Dark Souls et d'Elden Ring. Il est donc très possible que Sony, d'ici à quelques semaines, annonce un rachat de Kadokawa, dont il est déjà actionnaire d'ailleurs par ailleurs, mais pas très haut niveau. Et il est aussi possible du coup que Sony reprenne le trône d'Elden et qu'il fasse l'acquisition de From Software à la volée, qui pourrait aboutir à ce que leurs prochains jeux soient des exclusivités PlayStation. Sony est très impliqué comme l'a été Bloodborne, hein, donc ça a été beaucoup remarqué évidemment, Bloodborne a été déjà une exclusivité PlayStation 4, donc pourquoi pas. Sony est aussi très impliqué dans l'animation et le manga, hein, donc le pack Kadokawa intégralement l'intéresse en fait. Il veut vraiment s'imposer sur le marché de l'animé en particulier, il a déjà fait pas mal d'acquisitions pour ça. Kadokawa serait tout à fait du goût de Sony. Ça lui donnerait une foule de nouvelles licences, hein, et donc, oui, effectivement, peut-être effectivement aussi les jeux de From Software. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Franchement, je sais pas, j'en doute. Je suis pas fan des super concentrations comme ça qui continuent, moi ça me réjouit pas trop. On ne sait jamais quelle liberté aura From Software au sein de la nouvelle équipe Sony, quelles contraintes, quel risque encourt-il s'ils échouent, parce que les échecs ça arrive, on a bien vu avec Concorde et ça fait très très mal. Les licenciements de masse aussi, on a vu que ça arrivait même chez Sony, même chez les studios qui marchent en fait. Donc je suis pas... ça m'enchante pas plus que ça, cette idée-là. Si on regarde du côté de From Software et des créations From Software, ça, clairement, on peut se poser la question, peut-être pour relativiser cette possible acquisition. Encore une fois, c'est pas du tout avéré. C'est des bruits qui sont partagés. Juste, From Software, c'est une partie de la partie jeux vidéo de Kadokawa, et la partie jeux vidéo de Kadokawa, c'est moins de 10%. L'édition dont tu parlais, là, c'est plus de la moitié. Je trouve ça dingue. Je connaissais pas du tout, moi, perso, cette entreprise-là, mais ça a l'air d'être monstrueux. Et surtout, c'est un témoignage d'une volonté pour moi de diversification pour Sony, quelque part. Au-delà de l'acquisition de From Software, tu vois, c'est vraiment de la diversification qu'il y a derrière. Non, oui et non, parce que Kadokawa, c'est presque 3 milliards de dollars. Hein. C'est vraiment une très très grosse boîte. Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment une diversification pour Sony, qui déjà a racheté énormément de boîtes dans le secteur de l'animé. Et qui est déjà très très présent. Sony, c'est déjà un producteur énorme d'animés. C'est en ça que tu parles de concentration, c'est y compris dans le domaine des animés. C'est une concentration vraiment. Je pensais que tu parlais que des jeux vidéo. Okay. Le truc, c'est que Sony, il fait de la musique, des films, des animés, des jeux vidéo, il fait tout quoi. Et cette concentration énorme, elle s'accroît encore par Kadokawa, qui lui-même fait aussi des mangas, des animés, des jeux vidéo. Et c'est vraiment une concentration au sens large, quoi. Ouais. À surveiller dans le temps. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode de Tech Café, d'avoir tenu le format de pas trop loin après 1 heure, malgré la rallonge que je t'ai faite en début d'épisode. C'est toujours un immense plaisir, de toute façon, de parler de tech et d'être présent dans Tech Café, en sachant que vous nous écoutez, que vous nous corrigez aussi, hein, comme on vous l'a dit en intro. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Vous pouvez le faire de manière privilégiée avec les messages sur la plateforme Patreon, si vous nous soutenez sur Patreon. Et puis, vous pouvez également déposer vos commentaires sur techcafé.fr ou vos avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. Guillaume, par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, je profite de jouer à Elden Ring tant qu'il y en a encore sur Xbox, hein, parce que... Oh non. Parce que, à mon avis, le Elden Ring 2, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Mais tu seras tellement hypé parce que tu auras adoré Elden Ring que... Écoute, ça continue. Je viens de rencontrer le géant de feu et bon... Magnifique. Il est brûlant. C'est chaud brûlant, c'est chaud bouillant, là. T'as chaud aux fesses. Écoute, bon courage, continue à profiter, ça me fait plaisir. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez alors toujours un peu sur Mastodon, sur pourquoi pas Instagram, sur le serveur Discord. Alors de plus en plus sur Blue Sky, hein, il se passe vraiment quelque chose là ces derniers jours.
qui continue. On parlait des externalités de réseau avec un épisode avec Olivier Simard Casanova dans l'évolution des plateformes de microblogging. Bon là, clairement, il se passe quelque chose sur Blue Sky. Il y a une vraie dynamique. Vous m'y retrouvez, guillaumevendée.fr sur Blue Sky. Merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant, passez d'excellentes journées et nous, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.